Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée à la parentalité. Je suis Paola Pérez, coach parental et je soutiens et j'accompagne la parentalité depuis maintenant plus de 10 ans. Et aujourd'hui, je voulais traiter d'un sujet qui est très présent dans la vie des parents avec des tout petits, c'est les malformations au niveau du crâne. Et j'ai le plaisir d'accueillir Cécilia Fossé qui est ostéopathe pour justement nous parler de ce sujet. Donc Cécilia, merci d'être là. Merci de m'avoir invitée. C'est vrai que dans ta clientèle, dans tes patients, tu as des patients adultes, certes, mais aussi des enfants. Et auprès des enfants, en fait, tu observes tout ce qu'on appelle le syndrome de la tête plate du nourrisson. Oui. Et c'est pour ça que je te fais venir, pour que tu nous en parles. Donc déjà, quels sont les types de déformations du crâne que tu peux rencontrer? Alors, il en existe 3 types, mais je vais particulièrement parler de 2 aujourd'hui qui sont le plus souvent rencontrés. Donc, il existe la plagiocéphalie positionnelle, donc c'est-à-dire l'aplatissement asymétrique de l'arrière du crâne, à droite ou à gauche. Ça va s'accompagner d'une avancée de l'oreille du même côté de l'aplatissement et d'une avancée aussi de la moitié du front, toujours du même côté. Ça s'accompagne très souvent d'un torticolis. Il y a également la brachycéphalie, donc là c'est l'aplatissement sur l'ensemble de l'arrière du crâne. Ça donne dans les formes sévères un aspect qu'on appelle en coup de hache. Ça va également donner à la forme, au crâne, une forme en obus supérieurement et avec un élargissement du haut du crâne qui est assez caractéristique. Ces déformations, on les différencie des déformations qu'on appelle des craniosténoses, qui là relèvent de la chirurgie, qu'on n'abordera pas aujourd'hui, puisque ça ne relève pas de l'ostéopathie. D'accord, ok. Cécilia, quels sont les facteurs de risque justement de ces malformations? Donc il en existe plusieurs. Ça va être déjà la prématurité, les grossesses multiples, donc jumeaux, triplés, les malformations de l'utérus chez les mères, le travail à l'accouchement long, particulièrement difficile, avec utilisation de forceps, de ventouses. Et les causes plus précises mises en exergue sont donc le torticolis, la présence d'un torticolis qui est non traité, puisque l'enfant va tourner la tête toujours du même côté, ce qui va entraîner un appui prolongé sur l'arrière du crâne, et également la position sur le dos prolongée, puisque le crâne des nourrissons est mou, malléable, les fontanelles ne sont pas fermées, donc ça va donner une déformation qui peut être très rapide chez ces bébés. Justement, quelles sont les conséquences de ces malformations? Alors déjà, esthétique, c'est la plus connue, mais pas seulement, contrairement à ce qui est souvent annoncé. Il va y avoir des conséquences notamment sur la langue, la motricité de la langue et donc la succion. Donc ça peut entraîner des problèmes pour l'allaitement, pour le biberon. Ça va également entraîner des conséquences au niveau digestif, donc ça va favoriser les coliques, les régurgitations, puisqu'en fait ces déformations, elles affectent la sortie des nerfs crâniens qui justement gouvernent ces fonctions-là. Ça peut entraîner des conséquences également mécaniques, donc sur l'articulé dentaire. Donc ça favorise souvent la nécessité d'une prise en charge orthodontique, voilà. Ça entraîne souvent des compensations au niveau physique, donc c'est-à-dire des scolioses, puisqu'il faut pouvoir maintenir le regard à l'horizontale, donc l'enfant va s'adapter. Ensuite, il peut y avoir des conséquences au niveau du développement psychomoteur et cognitif, c'est-à-dire l'acquisition du langage, de l'équilibre. Voilà. Donc, de récentes études faites en 2016 montrent justement ces différentes conséquences, donc à ne pas négliger. Après, que les parents ne s'affolent pas, il existe des solutions, des prises en charge, mais il ne faut pas minimiser les conséquences possibles de ces déformations.
Je sais aussi que ça peut avoir des conséquences sur la vue, et notamment le fait de comment dire, la possibilité de porter ou non des lunettes, parce que ne serait-ce que le fait que les oreilles ne soient pas au même niveau, c'est plus qu'esthétique, Oui. parce que du coup, tout l'accompagnement au niveau visuel est influencé, enfin, il y a des conséquences à ce niveau-là. Tout à fait, il y a une récente étude qui a montré qu'il y avait des problèmes dans l'acquisition, de la perception de la vue, avec souvent de l'astigmatie. Et également, après, pour tout ce qui est réglage des lunettes, c'est un problème, donc ça dépasse vraiment l'ordre esthétique. Tu parlais des prises en charge, quelles sont-elles justement? Alors bon, déjà ostéopathique, surtout si vous détectez chez votre enfant un torticolis, ça va prendre en charge le plus rapidement possible, puisque sinon ça va entraîner des compensations. Comme je le disais précédemment, l'enfant va toujours tourner la tête du même côté, donc appuyer toujours du même côté, ça va créer une déformation et différentes conséquences vont se manifester. Il y a aussi le repositionnement actif. Donc, ce sont des exercices à faire réaliser à votre enfant et des positions à privilégier. Donc ça, ce sera conseillé par votre ostéopathe. Il faut que l'ostéopathe soit formé en périnatalité et pédiatrie. Et dans les cas sévères, ou bien s'il n'y a aucune amélioration avec un traitement ostéopathique, il y a possibilité d'un port de casque, des orthèses crâniennes. Donc là, ça va être des spécialistes qui vont prendre aussi les mesures et qui vont faire un suivi. Donc là, c'est dans des cas un peu des formes plus sévères. Et justement, quels conseils tu donnerais aux parents? Oui, ce sont des conseils surtout pour prévenir et puis dépister aussi l'apparition de ces déformations. Donc déjà, c'est dépister le torticolis, c'est le conseil numéro 1. Et s'il y a présence d'un torticolis, consulter un ostéopathe. Bien vérifier aussi justement la forme du crâne à la naissance, surtout après forceps et ventouse. Ça va être aussi la nuit, lorsque l'enfant dort sur le dos, d'alterner la position de la tête de l'enfant, donc de prendre doucement la tête et de la tourner par exemple à gauche, puis quelques heures plus tard à droite, pour que l'appui ne se fasse pas toujours du même côté. La journée en phase d'éveil, ça va être de favoriser d'autres positions, donc notamment celle sur le côté, puisque la journée, les parents peuvent surveiller l'enfant, il n'y a pas de risque qu'il passe sur le ventre. Vous pouvez pour cela prendre une serviette, la rouler et caler le dos du bébé pour qu'il ne puisse pas rouler, qu'il soit confortablement installé. Positionner un jouet ou une musique devant, justement pour capter son attention et vous verrez qu'il se détendra dans cette position, ils sont bien sur le côté, ça respecte la forme de leur dos et détend toutes les tensions qu'il peut y avoir au niveau cervical et crânien. Je déconseille de mettre les enfants de façon prolongée dans un cosy ou dans des matériaux avec très rigides, avec un renfort, tel que le siège auto, qui sont faits uniquement pour la voiture. Dans la journée également, les phases d'éveil, vous pouvez par exemple à chaque change passer votre enfant sur le ventre quelques secondes. Ça va permettre en fait de favoriser la musculature au niveau des cervicales. Donc après, c'est adapté en fonction de l'âge de l'enfant et de sa tonicité à l'heure actuelle. Ensuite, ça va être lors des prises de lait, notamment je parle pour le biberon, de varier le bras qui va donner le biberon, puisque l'appui également ne se fera pas toujours sur le même côté. Donc là aussi, ça évite les déformations. J'encourage le portage. D'ailleurs, toi, tu sais particulièrement. Les avantages du portage. Oui, tout à fait. Le portage, il y a plein d'avantages, notamment justement sur tout le développement et la morphologie, la physiologie du bébé. Et puis aussi, lorsque par exemple vous êtes avec des invités ou vous échangez avec d'autres personnes, plutôt que de prendre votre bébé qui soit contre vous, la tête posée, plutôt le mettre face au monde, dos contre votre poitrine, en le prenant sous les fesses, en maintenant au niveau du thorax, parce que ça va l'encourager en fait, à tourner spontanément la tête, ça va éveiller sa curiosité et ça va favoriser justement la mobilité cervicale qui est très importante pour éviter ces déformations. Donc c'est pour ça qu'on va aussi déconseiller tout ce qui est cale-tête réducteur,
et tout ce qui va être au niveau des renforts dorsaux qui empêchent en fait l'enfant de se mobiliser, de bouger la tête et qui limite aussi son développement psychomoteur. Est-ce que justement tu peux nous dire un petit peu ton avis? Actuellement, il y a sur le marché quelques gadgets qui sont proposés aux parents autour du couchage et qui ont une forme, qui sont préformés en quelque sorte. Je ne veux pas citer de marque, mais alors souvent les parents, quand ils m'en parlent, ils me disent que ça leur est conseillé pour justement la prévention. Mais moi, ce que je vois, c'est que les bébés, au contraire, sont toujours dans une même position. Donc, je ne sais pas, donne-nous ton avis, mais... Ben, je pense, et ça a été aussi validé par notamment un pédiatre de renom à Paris, docteur Marc, que je peux citer, que c'est souvent inutile, voire parfois que ça peut justement encourager ces déformations, puisque l'enfant est, alors c'est certes bien positionné, mais alors il ne bouge pas. Si ce qui peut aider, ça va être les triangles de latéralisation. Pardon. Donc là, justement, ça permet de caler l'enfant sur le côté. Il y aura un boudin derrière, un triangle devant, donc ça oui, puisque l'enfant est bien calé sur le côté, ça peut aider. Par contre, les coussins, par exemple, vous voyez avec un trou au milieu, pour pas citer de marque, c'est pas spécialement utile, ça demande un coût aux parents et sans forcément montrer beaucoup d'efficacité. Il vaut mieux justement privilégier le portage, varier les positions, même les couchages, peut-être mettre un moment sur le canapé qui est plus souple, le lit, un petit peu dans le transat, plutôt que toutes ces innovations. Voilà. Et je voulais aussi rajouter le fait que l'allaitement en soi est aussi une aide, parce qu'en fait, d'une part, le bébé mobilise beaucoup plus de muscles que simplement en prenant le biberon, donc ça, vraiment, ça active tout cela. Et en plus, le fait d'allaiter d'un côté et de l'autre, ça favorise aussi le changement de position, et parce que l'enfant va être dans des positions différentes en fonction des tétés. Oui, et puis la succion n'est pas la même, ça va travailler beaucoup plus au niveau du palais, les muscles de la langue, et c'est tout à fait en lien anatomique avec l'arrière du crâne. Donc souvent les enfants allaités, ils ont moins ce problème de tête plate. Donc comme pour les adultes, un bilan est tout à fait indiqué puisqu'il vaut mieux faire de la prévention et l'ostéopathie est tout à fait indiquée pour cela parce qu'on va détecter les tensions qui ont pu être créées notamment dans le ventre de la maman puisque pendant 9 mois il a pu prendre différentes positions. C'est valable aussi pour les enfants en siège ou par césarienne. Là le moulage du crâne n'a pas été fait dans le bassin de la mère. Et puis, c'est d'autant plus important de le prendre en charge tôt, puisque à partir de 3 mois, il va y avoir fermeture de certaines fontanelles au niveau du crâne du nourrisson. Donc le crâne va devenir de moins en moins souple et malléable. Donc s'il y a eu une déformation qui s'est créée avant ces 3 mois, plus on va attendre avant de la prendre en charge, et plus ça va être difficile de travailler dessus et d'avoir des résultats de façon optimale. Parce que contrairement à ce que encore beaucoup de professionnels disent, il ne va pas y avoir une régression spontanée si on ne fait rien. Spontanément, si on ne change pas les habitudes, si on n'applique pas des conseils au niveau du portage, du changement de position, etc., et qu'on n'enlève pas les tensions qu'il peut y avoir au niveau cervical et crânien, spontanément, le crâne ne va pas reprendre une position vraiment arrondie. Comme ça. Voilà. Okay. Pour que les parents se fassent un peu plus une idée précise de l'intérêt, etc., est-ce que tu peux nous dire assez brièvement l'histoire, le cas clinique d'un enfant que tu as pu suivre pour que justement on puisse avoir un petit peu des pistes et des repères? Oui. Alors, je pense à une petite fille, un bébé que j'ai vu à 2 mois et demi. Qui était né par voie basse, sans instrumentation. C'était pas l'aîné, c'était le 3e bébé. Et elle s'est présentée, la maman a emmené son bébé. Et on a remarqué justement l'aplatissement de l'arrière du crâne à droite, avec une oreille très avancée, très décollée et un crâne au niveau du front très proéminent. Donc plagiocéphalie
positionnait à la droite. Elle présentait aussi beaucoup de régurgitation, de coliques, et c'était d'ailleurs pour ça que la maman l'emmenait. Donc j'ai fait un travail notamment au niveau abdominal, intestinal, enfin tout ce qui est de la sphère viscérale. Et puis j'ai travaillé au niveau des cervicales puisqu'elle avait un torticolis qui était présent depuis la naissance en fait. En discutant avec la mère, elle m'a dit oui qu'effectivement elle tournait toujours la tête à droite, qu'ils avaient essayé de tourner la tête à gauche mais que ça générait des pleurs. Donc déjà dans cette première consultation, on a travaillé sur le torticolis et sur la base du crâne pour venir détendre et favoriser la mobilité. Je l'ai revu 11 jours plus tard. Donc le bébé ne présentait plus de coliques. Super. Et moins de régurgitation. Donc déjà, les parents étaient contents. Le bébé était déjà plus détendu, moins crispé. Donc là, on a fait un travail vraiment plus approfondi au niveau cervical, crânien. Et détendu toutes les tensions qu'il y avait postérieurement à l'arrière, dans le dos, les épaules. Et ensuite, il y a eu une troisième consultation. Donc là, 20 jours, espacés de 20 jours après la deuxième. Pardon. Et donc là, on a terminé le travail au niveau du crâne. Bien sûr, à la deuxième consultation, j'ai oublié de vous dire, il y a eu toute une série de conseils sur le repositionnement. Et là, on a opté, on a décidé ensemble pour que la maman achète justement un coussin de latéralisation, puisque c'était assez marqué déjà au niveau de la déformation. Et j'ai eu des nouvelles, donc ils ont déménagé, mais j'ai eu des nouvelles à ces 5 mois et demi, où la maman était ravie, puisque le crâne s'était beaucoup arrondi, elle n'avait plus de coliques, plus de régurgitation, c'est un bébé très éveillé. Il persistait une avancée et un peu un décollement de l'oreille à droite, mais le crâne s'était considérablement arrondi. Donc on a eu quand même des bons résultats, et surtout sur le bien-être du bébé. Et ce qui était important aussi, c'est qu'on sentait la maman très démunie, qui ressentait quand même un grand désarroi face à cette déformation. Et donc ça a permis déjà d'aider la maman et puis d'aider le bébé à diminuer cette déformation et puis à l'aider à se sentir bien. Super. Eh bien, merci beaucoup, Cécilia. Merci, Paola. Vraiment. Merci pour ces informations. Donc, tu es ostéopathe installée sur Montrouge. Oui. Je mettrai les informations pour qu'on puisse te contacter. Mais sinon, effectivement, il y a des ostéopathes partout en France. Oui, donc, heureusement. Donc, vraiment, je vous invite à aller les voir en prévention quand votre bébé vient de naître, ou peu de temps après, pour justement faire un bilan et mettre de côté cette éventualité-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de votre attention. Je vous mets tous les liens ci-dessous. Je vous invite à partager cette vidéo autour de vous parce que je suis sûre qu'il y a des parents qui seraient très intéressés de connaître justement les petits points à prendre en compte et prévenir ces malformations qui ne sont pas que esthétiques, loin de là. Non. Et je vous retrouve tout bientôt pour d'autres vidéos et d'autres thèmes sur la parentalité. D'ici là, je vous souhaite le meilleur et ce du fond du cœur. À bientôt!